Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Benaïda et moi je couvre la gauche pour Mediapart, les gauches pour Mediapart. Avec mon collègue Ilyes Ramdani, on passe nos journées à parler avec des élus de gauche, des partis de gauche, des gens d'appareil à gauche. Et en ce moment, on va pas se mentir, c'est un peu le marasme. Dans toutes ces conversations, c'est parfois difficile de trouver de quoi espérer le meilleur pour l'année qui vient. Mais il y a aussi autre chose à gauche que les partis et les jeux politiciens. Il y a des assos, il y a des collectifs, il y a des luttes de terrain et ce sont toutes celles et tous ceux qui mènent ce combat au quotidien qui peuvent nous aider aujourd'hui à imaginer des chemins, des moyens de lutter, mais aussi de résister et de s'organiser. Bref, de répondre à la seule vraie question de gauche, depuis toujours et pour toujours, que faire ? Alors j'ai avec moi Aïna Abdallah, vous êtes membre du collectif Ma Cité va voter et vous arpentez les quartiers populaires, principalement en Île-de-France, mais pas seulement, pour mobiliser autour des questions citoyennes. J'ai aussi Sophia Boutry. J'ai aussi Sophia Boutry, vous êtes la présidente de la Fête de l'Humanité et vous êtes vous-même élue, vous êtes la directrice, de la Fête de l'Humanité et vous êtes vous-même élue adjointe au maire de Saint-Denis et depuis cette semaine, vous avez une nouvelle casquette, vous m'avez dit, vous êtes élue à Pleine Commune Habitat, c'est ça ? Yuli Yamamoto, vous êtes porte-parole du mouvement Attaque et vous êtes cofondatrice des Rosies, un collectif féministe et dansant. Et 2 mois après des municipales qui ont amené une génération de nouveaux maires, il nous fallait l'un d'eux sur cette scène aujourd'hui. Édouard Denouel, vous êtes le maire de Bagnolet, un maire élu à la tête d'un collectif qui dépasse largement votre parti, les écologistes, et vous nous parlerez de votre action au quotidien pour bâtir les bastions de demain. Donc voilà le constat, on le connaît tous, on ne va pas s'étendre dessus. L'extrême droite se sent pousser des ailes, des commentateurs à la télévision discutent tranquillement de grands singes ou de tribus primitives quand les Français et les Françaises ont eu l'audace de voter pour des maires noirs. La désaffection des citoyens et des citoyennes, elle se confirme à chaque élection et la présidentielle se profile comme un scrutin entre hommes blancs, plutôt âgés, en non-mixité apparemment choisie et visiblement assumée. Donc on a décidé de faire un plateau un peu différent, nous, aujourd'hui. Malgré tout, il y a sûrement quelque chose qui a changé en mars dernier. Et Aïna Abdallah, c'est aussi grâce à votre collectif que les municipales de mars ont bousculé les pronostics. Depuis mars, on a vu émerger de nouvelles têtes dans les bureaux de vote comme dans les conseils municipaux. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Alors, bonjour tout le monde. Déjà, je vais donner 2 petits mots pour essayer de présenter le collectif Ma Cité va voter. Le collectif Ma Cité va voter, c'est un collectif qui est né en 2024 à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est un collectif qui réunit différents acteurs associatifs de terrain issus des quartiers populaires, que ce soit en Île-de-France ou que ce soit en province. Et le but de ce collectif étant de lutter contre l'abstention en appelant les habitants des quartiers des quartiers populaires à voter. Et donc, parce que le constat qui était présent, c'était que ce qui est le plus flagrant dans les quartiers populaires, c'est la question de l'abstention, où les gens s'abstiennent en fait tout simplement d'aller voter. Et donc nous, notre envie, c'est de se dire qu'il faut lutter contre ça et qu'il faut pousser les gens qui sont concernés par les politiques aujourd'hui à aller voter. Et c'est de ça qu'est né le collectif Ma Cité va voter. Et donc pour ça, on mettait en place différents moyens. On allait au plus près des habitants des quartiers avec ce qu'on appelle une brigade électorale, c'est-à-dire que dans les différentes villes dans lesquelles on est mobilisé, et on va voir les habitants en leur expliquant pourquoi il est important de voter aujourd'hui, surtout face à la menace de l'extrême droite, pourquoi c'est nécessaire d'aller voter parce que les politiques qui vont être menées vont impacter de plein fouet les personnes issues des quartiers populaires. Et c'est avec ce discours-là qu'on a essayé de leur faire comprendre que les premiers concernés finalement par tout ça, c'est eux. Et pour ce qui s'est passé pendant les dernières élections municipales, on a pu constater que dans de nombreuses villes, notamment d'Île-de-France,
et il y a des maires issus de ces quartiers populaires qui ont été élus maires. Et en fait, on entend très souvent la dénomination de nouveaux maires, mais en réalité, dans les quartiers d'où ils viennent, c'est pas réellement des nouveaux maires. C'est des personnes qui agissaient déjà sur le terrain depuis de nombreuses années. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, qui agit finalement dans sa ville depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est aussi élu dans sa ville depuis plus d'une vingtaine d'années et qui est connu de ses habitants. Et c'est par ce travail de terrain-là qu'il a pu être reconnu légitime auprès des siens pour être élu maire aujourd'hui. Et je pense que le constat qu'on a pu faire, nous, au sein du collectif Ma Cité va voter, c'était que la politique, en fait, par les premiers concernés, et quand c'est des gens qui viennent de ces territoires-là, qui portent une politique pour ces gens-là et qui fait pour ces gens-là, et ça fonctionne. On se retrouve avec des maires comme Demba Traoré, comme Bassi Konaté à Sarcelles, comme du coup Bali Bagayoko à Saint-Denis. Merci beaucoup. Édouard Denwell. Vous êtes, vous, l'un de ces nouveaux maires et vous avez une lourde tâche. À un moment où la parole des élus n'a cessé de trahir, où le vote pour le NFP, par exemple, n'a pas conduit au gouvernement espéré, comment est-ce qu'on renoue avec les citoyens et les citoyennes? Comment vous l'avez fait à travers de votre campagne et comment vous le faites aujourd'hui en tant qu'élu au quotidien? Bonjour à toutes et à tous. Également, déjà merci pour cette invitation. Comment on l'a fait à Bagnolet? On l'a fait en construisant patiemment les choses au sein d'un collectif qui a réuni écologistes, insoumis et puis qui a fait une large part à l'Assemblée des quartiers. Quand je dis large part, ça ne veut pas dire choisir de futurs élus, mais ça veut dire prendre que l'Assemblée des quartiers a pris toute sa part dans l'ensemble des éléments de la campagne, la conduite de la campagne, jusqu'aux places les plus importantes dans l'exécutif municipal tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a construit ça? On l'a construit en apprenant à travailler ensemble, déjà, c'est le premier élément, en apprenant à se respecter, en construisant des bases solides pour un programme électoral qu'on a porté. On l'a fait surtout en refusant les conseils qui nous étaient donnés de mitiger notre parole, de ne pas faire peur, de parler dans une municipale de questions quasiment consensuelles, parler d'espace public, etc. On l'a fait. On a porté des choses importantes, intéressantes, mais on a surtout pas tu notre indignation sur la question palestinienne, alors qu'on nous disait d'y aller mezzo voce. On n'a pas tu nos indignations sur le racisme, sur l'islamophobie, sur l'antisémitisme et tant d'autres discriminations. Et puis on s'est saisi de questions qu'on connaissait dans notre ville, mais qui nous sont revenues encore plus puissamment en boomerang, puisqu'on a passé quasiment 9 mois de porte-à-porte quotidien. Et la question notamment du logement qui est revenue de manière tellement puissante qu'on s'en est saisi et qu'on a eu des propositions ambitieuses sur cette question-là. Et c'est vraiment en tenant la barre sur un programme de rupture à gauche, y compris dans une commune, on peut le faire, que je pense on a réussi à convaincre. Et maintenant, il faut s'y mettre. Justement, vous parlez de tenir un programme de gauche au niveau de la commune. Alors ici, en Seine-Saint-Denis, on peut pas ne pas le mentionner. Aujourd'hui, c'est la Pride des banlieues qui passe pas loin d'ici du tout. Évidemment, on se pose la question, si jamais, dans un peu moins d'un an, l'extrême droite parvenait au pouvoir, comment on fait pour protéger ceux qui sont les plus attaqués, ceux qui sont les plus discriminés? Comment les villes de gauche vont pouvoir être des remparts et des bastions? Oui. Bon, alors, le premier élément, c'est peut-être contre-intuitif de le dire comme ça, mais moi j'ai à cœur qu'on commence pas par se dire d'abord que c'est quasiment perdu. Parce qu'il y a un truc un peu performatif de se dire l'arrivée de l'extrême droite, l'arrivée de l'extrême droite, l'arrivée de l'extrême droite, et on finit par être tous congelés par ce constat. Donc déjà, battons-nous avant, je vais venir ensuite à la question du après éventuel, mais battons-nous avant pour que ça n'arrive pas. J'entends dans les discours à gauche, ceux qui veulent la primaire, chez Jean-Luc Mélenchon et d'autres, que
on sera le rempart contre l'extrême droite. Oui, on l'espère, mais surtout, on va gagner. Il faut qu'on continue à porter cette parole-là. Si on commence à se dire que c'est déjà foutu et qu'il faut déjà préparer la suite, je trouve que c'est absolument démobilisateur. Donc ça, c'est le premier élément. Bon, je suis quand même obligé de répondre à votre question. Comment est-ce qu'on construit ? On construit effectivement en ayant des lieux de résistance, des lieux de réflexion déjà pour commencer, et des lieux de protection. Donc ça peut se faire au niveau municipal. Il y a 1000 façons de le construire en ayant des lieux municipaux, mais surtout en portant des combats. Donc je disais tout à l'heure, en étant résolu sur la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations, et puis en se serrant les coudes. Et je pense qu'il y a des choses à faire, notamment en créant des réseaux d'élus. C'est pas moi tout seul dans la ville de Bagnolet avec mon conseil municipal ou toi à Saint-Denis, Pierre Fitt ou tant d'autres, mais c'est en créant des solidarités d'élus, je pense qu'on y arrivera. Mais Sophia Boutry, justement, je voulais vous passer la parole. Comment vous pensez qu'on peut la mener, cette bataille culturelle, avant la présidentielle et après, en tout cas toute l'année, à la fête de l'UMA ou dans votre travail d'élu ou à l'UMA? Comment est-ce que vous menez cette bataille ? Cette bataille politique, culturelle et même qui doit être populaire, c'est les 3 mots que l'on porte aussi à la fête de l'humanité qui aujourd'hui va fêter sa 91e édition. Avec un moment qu'on travaille depuis plusieurs mois, et on en parlait tout à l'heure en aparté, qui a marqué un élément déclencheur, un peu de solidarité et de rassemblement après la dissolution de l'Assemblée en 2024. Ça a été un moment où l'ensemble des médias indépendants, mais aussi des organisations syndicales, associatives et sociales, et des partis ont commencé aussi à se rassembler, et un grand rendez-vous a été porté à la fête de l'humanité. Et au regard de la situation et de la crise dans laquelle on est aujourd'hui, avec malheureusement une situation politique fragilisée, et on a cette responsabilité, et c'est ce qu'on porte sur cette édition, de rassembler tout le monde autour du rendez-vous de l'anniversaire du Front populaire. Ce Front populaire qui a rassemblé de manière très large contre le fascisme. On sera une fête antifasciste et on continuera à avoir cette exigence de rassembler et de permettre à l'ensemble du public de la fête, politique ou non, de pouvoir débattre, de pouvoir trouver des solutions, de se confronter, mais aussi de faire la fête, parce que la fête est politique, et d'être dans un espace culturel qui permette de s'émanciper et qui permette aussi de faire porter des valeurs que l'on risque de perdre. Et je le dis très clairement, je veux pas être défaitiste, mais si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Et cette fête de l'humanité, septembre 26, le 11, 12 et 13 septembre, aura un rôle primordial dans le calendrier politique qui va arriver, et on souhaite, à la fois avec le village des médias indépendants, mais aussi avec toute la programmation artistique et l'espace de l'Agora, des débats avec la rédaction de l'Humanité, porter une conscience, une responsabilité pour faire avancer le débat. Et surtout, je me souviens que l'année dernière, ça a été un sujet très fort, le public de la fête de l'Humanité au sens large parle beaucoup de rassemblement. Donc on y est, il va falloir prendre notre responsabilité, se battre, trouver des moments de résistance, et ça sera cette responsabilité qu'on prendra. On le fait différemment que dans une prise, enfin en tout cas dans ma fonction, que dans une prise de position politique, parce que je suis une directrice engagée dans un parti, notamment le Parti communiste, mais c'est le même travail et le même engagement aussi que je porte dans le cadre de mes fonctions d'élu à Saint-Denis et dans la campagne municipale qu'on a portée avec Bali Bagayoko et le rassemblement que l'on a fait et qu'on a porté lors des municipales. Et c'est aussi cet exemple-là que l'on veut montrer, et c'est aussi cette image d'engagement d'une nouvelle génération, d'une nouvelle jeunesse
qui peut arriver en responsabilité, qui peut amener un rassemblement et conscientiser tout le monde et alerter sur l'arrivée du Rassemblement national. Et ce message-là, je veux qu'on puisse le porter et le confronter face à certains membres de partis de gauche assez traditionnels qui oublient un petit peu que demain, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, moi j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma mère et j'ai peur pour les habitants de mes quartiers. Yuli Yamamoto, on parlait de rassemblement. Comment ça se passe au niveau des collectifs, au niveau des associations? Comment est-ce qu'on peut encore réussir à donner à voir quelque chose dans le paysage actuel où la répression judiciaire s'intensifie, où le marasme économique et surtout les coupes dans les budgets font que, c'est Mediapart qui l'a révélé, 12 000 emplois ont été perdus l'année dernière dans les associations. Comment est-ce qu'on arrive à rendre toujours ça visible et comment est-ce qu'on s'organise au niveau des associations et des collectifs? Oui, alors Sophia, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de cette invitation. Je tiens à saluer l'importance de ce genre de festival parce qu'on le veuille ou non, il y a les débats publics où on échange, mais aussi les débats, on va dire, en coulisses qui permettent aussi de mener des conversations et de proposer des choses, comme on dit, par les business pour la bonne cause. Donc voilà. Pour aller dans la continuité et répondre à la question, effectivement, aujourd'hui, on a cette pleine conscience que c'est une question de vie ou de mort pour les gens maintenant. On a eu 2024 où on a vu ce péril imminent arriver. On a eu un sursis, un sursaut. Qu'est-ce qu'on en fait de ce sursis, ce sursaut? Et il a une forme, c'est qu'on a cette conscience qu'on a un pouvoir à l'échelle nationale comme internationale, un pouvoir où on est dans une mue autoritaire et fasciste, où c'est de plus en plus imminent. Donc cette conscience-là, et en même temps, on sait qu'il y a des difficultés pour la gauche. On est en pleine conscience de ça. Il faut déjà pouvoir porter un message et dire se mettre en mouvement. Ça va dans la continuité avec ce qui a été dit, mais ce qui semble irrésistible ne l'est pas. On peut résister, il y a plusieurs façons de le faire et ça c'est le premier message. Le premier message, c'est que les forces de gauche, eh bien, ce sont des citoyens, des citoyennes. Il faut avoir cette pleine conscience de son pouvoir citoyen et de sa capacité à l'exercer. Est-ce qu'il doit s'exercer dans la lutte contre l'abstention et d'appeler à voter? Est-ce qu'il doit s'exercer en tractant dans un parti ou en rejoignant un syndicat, une asso ou en s'abonnant à un média indépendant? Nous, on pense, côté mouvement social, qu'on a une responsabilité à donner à voir ce que c'est que cette pluralité. Ça peut sembler divisé, mais en vrai, on est globalement d'accord. On veut battre l'extrême droite, on est capable de battre l'extrême droite, et pour cela, il faut mener la bataille culturelle. On la mène évidemment avec les médias indépendants, mais la réalité, c'est que oui, les syndicats et les associations sont dans l'œil de la répression. Ça devient très difficile. L'attaque à 3 procès en cours, à une plainte contre Frédéric Martel pour diffamation, à une plainte contre Le Figaro pour diffamation, a été convoqué à l'Assemblée nationale sur la commission d'enquête des groupuscules violents et des violences en manifestation, a dû se porter statutairement pour défendre face à la procédure de dissolution des soulèvements de la terre. L'association s'est portée en référé devant le Conseil d'État. Bref, oui, c'est très difficile, mais on a quand même réussi quelque chose en 2024 et c'est pas une petite réussite, c'est une grande réussite. Macron a refusé l'alternance démocratique, dont acte. Mais la réalité, c'est que ces forces-là qui ont pu se mettre en mouvement, et j'ai même vu des gens qui n'ont jamais voté partir dans des convois de la victoire pour aller faire voter. C'est quand même quelque chose, c'est pas un petit sujet. Donc des vieux anarchistes de la première heure qui n'ont jamais mis un bulletin dans une urne, là, ils ont été quand même s'embarquer dans ces convois. Bah, c'est ça qu'on veut mettre en mouvement. Nous, on veut mettre ces forces-là. Oui, c'est difficile pour les syndicats, oui, c'est difficile pour les assos, mais on a su s'unir, assos, syndicats, médias indés, pour faire ces meetings d'espoir, ces meetings d'union. Et donc, nous, on veut lancer cette même chose, en gros, une réunion des associations et des syndicats, un espace il ne s'agira pas de traiter de la question de la recomposition politique. On ne veut pas qu'on nous réduise à commenter ces positionnements de gauche et ces candidatures, mais quelle société on veut? On veut porter un projet, on est capable de proposer des alternatives soutenables et désirables. Il faut savoir les montrer, les rendre visibles, et pour cela, il faut qu'on soit unis. Donc, on voudrait proposer un espace. On a une réunion
réunion entre syndicats et associations le 13 juin justement, qui est composée des différents cadres de lutte contre l'extrême droite, l'Observatoire national de l'extrême droite, l'ONED, la DIG, il y a 1001 territoires, il y a Terre de lutte, il y a voilà tous ces collectifs-là. On essaye de se rencontrer pour imaginer quelle forme ça pourrait prendre à la rentrée, pour mettre en gros les forces du progrès social et écologique en mouvement, parce qu'il faudra de toutes les façons possibles être sur le terrain et battre coûte que coûte l'extrême droite. Il faudra mener la bataille aussi en étant à la fois un espace qui aura un capital symbolique suffisamment important pour que ce qu'on dit est légitime et qu'on soit un espace de décryptage, de débunkage, un espace de référence. On va dire ah bah Édouard Philippe il a dit n'importe quoi sur ça. Nous on va vous dire pourquoi économiquement sa proposition elle tient pas la route. Et comme ce sera composé d'organisations qui font des propositions, qui portent des alternatives, eh bien il faudra pouvoir le rendre visible. Et c'est là où effectivement les médias indés auront une part importante à jouer. Le message est passé. Merci. Là, vous nous avez parlé de mobilisation politique et mais tout ne passe pas non plus que par la mobilisation politique, les discussions partisanes ou pas. Vous insistez beaucoup sur la notion de la mobilisation dans la joie, et je voudrais vous entendre un peu parler de ça, nous expliquer ce que c'est votre plan joyeux. Ah oui, alors vous avez présenté le fait que j'étais cofondatrice des Rosies. Pour les personnes qui savent pas, les Rosies, c'est en 2019 pendant la première réforme des retraites. C'est les femmes pendant les manifestations qui s'habillent en bleu de travail, fichu rouge et gants jaunes, et pour en fait essayer de rendre visible, de s'imposer dans l'espace et montrer que eh bien cette réforme elle était profondément antisociale, puisque de toute façon les femmes allaient être les grandes perdantes de l'histoire et que les femmes étaient la moitié de la société. Et on a fait le choix stratégique de la joie, c'est-à-dire qu'on a osé prendre l'espace, s'imposer dans l'espace public par des chants, par la danse, par des confettis. On a été traité de tous les noms, de godiche, de potiche, ça a été compliqué. Mais parce qu'on a vraiment assumé cette image, on voulait incarner, qu'on comprenne en une image qu'on essayait de revendiquer, c'est que c'est une réforme injuste qui va pénaliser les femmes, et on voulait le rendre visible et essayer de rassembler. Et ce concept, quand bien même ce soit Attac qui l'a inventé, eh bien quand on a mis en ligne un kit à la disposition de tout le monde, il n'y avait pas de logo, il n'y avait rien. Tout ce qu'on voulait, c'était que les gens s'emparent de ce concept et le fassent vivre en mobilisation, et ça a donné effectivement des couvertures à l'international assez rigolotes. Par exemple, je me rappelle, c'est le Guardian qui avait dit des femmes de la CGT se mobilisent contre la réforme des retraites. Bon, c'était pas la CGT, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça avait marché parce que il suffisait juste d'être contre la réforme et d'être une nana joyeuse et déterminée, et on pouvait porter ce concept et l'amener, faire vivre et réunir. Et du coup, les collectifs Rossi, il faut savoir qu'il y en a partout en France, ils sont d'une pluralité étonnante. Ça peut être que des orgas féministes, comme des syndicats, comme des assos, peu importe. C'est un petit peu le pot pas pourri, hein, c'est vraiment un super mélange. Et on a un peu fait ça aussi dans les casserolades. Vous vous rappelez, Macron, on n'en pouvait plus d'écouter Macron, et on a lancé le mouvement des casserolades partout avec une carte de mobilisation. Là, c'est pareil, c'était nos logos, c'était notre concept, c'était que permettre aux gens de se mobiliser, puisque on ne voulait plus écouter ces bêtises. Eh bien, on allait pouvoir perturber toutes les prises de parole du gouvernement avec un truc très simple, mot d'ordre clair, on se réunit et on fait les casserolades. Et donc, il s'agit pas de ne pas prendre au sérieux ce qu'on revendique et le combat qu'on mène, parce que contre l'extrême droite, encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Et on prend cela très au sérieux. Mais il y a aussi une façon de faire, c'est que il faut pouvoir rassembler largement. On va être solide et on va pas accompagner agréablement le capital dans nos revendications, bien sûr, et nos propositions. Donc ça, c'est très clair là-dessus. Mais il y a aussi une façon de le faire. Il faut sortir aussi de notre zone de confort. Il faut aussi être sexy, c'est-à-dire essayer quand même d'atteindre un petit peu le grand public comme on peut. Hein, c'est le plus dur, c'est qu'on a un plafond de verre, c'est qu'on n'est absolument pas écouté, absolument pas vu. Donc qu'on le veuille ou non, eh bien, il faut aussi trouver des façons de communiquer qui sont différentes. Et peut-être que cette fois-ci, c'est ça aussi, c'est comment on peut sortir de sa zone de confort et toucher le grand public sans transiger sur le fond, sans
sans que le compromis soit de la compromission. Eh bien, pour Attaque en tout cas, la joie, c'est pas un tabou, c'est pas un problème. Stratégiquement, ça peut jouer les deux, ça peut fédérer nos forces parce que c'est quand même plus chouette de pas faire la gueule en manif, mais ça peut aussi, d'un point de vue grand public, être beaucoup plus accessible quand même, parce que mine de rien, les Rosiers ont été invités dans beaucoup de choses, et que à vouloir commenter nos chorégraphies, eh bien, on pouvait vraiment placer nos arguments très concrets sur les retraites, montrer à quel point ça allait détruire et être problématique pour les femmes, et ça a été un cheval de Troie pour aborder les questions de fond. Et je pense que la joie a un rôle très important à jouer pour mobiliser et pour convaincre. Sophia, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la fête est politique. Il y a autre chose qui est politique, c'est aussi la question de la représentation. Vous insistez, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant, sur la place des femmes. Il y a effectivement beaucoup de femmes élues en France, mais peu de femmes au poste de numéro 1. Il y a beaucoup de femmes qui sont adjointes au maire et pas beaucoup de femmes maires. Il y a beaucoup de premières adjointes. Voilà. Pas Exactement. Maire femme, c'est vrai. Et c'est la même chose dans les intercommunalités, puisque la question s'est posée ici en Seine-Saint-Denis aussi. À chaque fois, le numéro 1 est un homme. Et puis il y a l'autre question de la représentation, c'est celle des candidats et des candidates racisés, et de la déferlante raciste qu'on a vu arriver au moment des municipales. Alors à Saint-Denis, vous avez été en première ligne pour voir ça. Comment est-ce qu'on fait avancer les choses? Comment est-ce qu'on fait progresser cette représentativité, et pourquoi c'est aussi important pour vous? C'est très important pour moi, et pour le coup j'ai été assez dure aussi dans mes positions, même si le jeu politique fait que parfois on n'y arrive pas. J'ai été très violemment insultée quand déjà premièrement j'ai fait mon alliance avec Bali Bagayoko lors des élections municipales. Propos racistes, propos sexistes, ça a été d'une violence extrême. Après il y a eu derrière la violence qu'a subie le maire Bali Bagayoko, mais ça c'est un peu le contexte dans lequel on est, encore plus de quartiers populaires, femmes racisées, issues de l'immigration. Je vous avoue que c'est un moment violent, mais en réalité pas plus nouveau qu'à d'autres moments de ma vie professionnelle ou politique. Par contre, en 2026, constater que lors des dernières élections municipales, on s'est retrouvé dans une stagnation, voire un recul de représentation de femmes maires, là, on est à un moment où il faut absolument sonner la sonnette d'alarme, pour tirer la sonnette d'alarme, et ne pas avoir de recul dans des acquis, dans des difficultés dans lesquelles on se trouve déjà à avoir des femmes maires ou parlementaires. Ça, il y a une obligation, mais en tout cas maires. Et j'ai senti que dans le débat public, à ce moment-là, il y avait aucun émoi sur le recul de la représentation des femmes sur les derniers résultats des élections municipales. Et il y a ce qu'on appelle le troisième tour des élections municipales, qui est l'élection des intercommunalités. Les présidents d'intercommunalités, ils ne sont pas élus directement au suffrage universel direct, mais élus par les membres des conseils municipaux. Et c'est là où se joue toute la grande stratégie économique, de développement de territoire, d'urbanisme, d'aménagement, des gros sujets en soi, où généralement ce sont des compétences réservées à des hommes, et les femmes plutôt des compétences sociales, dites sociales. Et 12% des présidences d'agglomération aujourd'hui sont des femmes. Il n'y a que 12% de présidentes femmes en France de comités d'agglomération. Et pour secouer le cocotier aussi et pousser un peu à ouvrir et à mettre les partis politiques, tous, le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise, tous devant leurs responsabilités. Donc j'ai porté une tribune qui a été publiée à Libération avec Cécile Duflot, qui sortait du coup aussi une étude. Il y avait Christiane Taubira, Clémentine Autain, des femmes des différents partis, et cette tribune, elle a été très bien accueillie, mais je vous avoue qu'on m'a aussi rebalancé la tribune en me disant mais tu cherches quoi?
je cherche la place que toi tu cherches toi aussi. Pourquoi est-ce que nous en tant que femmes on pourrait pas aussi se positionner? On a toute légitimité et le fait de rappeler l'égalité entre les hommes et les femmes et la légitimité des femmes à être en responsabilité, à chaque fois on vient vous voir, et c'est la dureté de la politique, en vous disant tu veux quoi en échange? Pourquoi? Pour vous mettre de côté. On en est encore là en 2026. Et je pense que c'est important de le dire, de le partager et de montrer qu'il y a effectivement encore un plafond de verre, encore plus dans des compétences où il y a des décisions importantes sur les projets d'aménagement et sur la création d'une ville et sur l'avenir des villes, qui est souvent un espace toujours très masculin et aussi blanc, je le dis. Vous allez au congrès des maires, quand vous allez au congrès des maires de Seine-Saint-Denis, c'est pas la même chose que le congrès des maires de France. Et je vous invite à aller au congrès HLM également, qui est un autre milieu, le milieu de la construction du logement social. Du coup, depuis 2 jours, j'ai été élue présidente de Pleine Commune Habitat, un des bailleurs sociaux d'ailleurs d'ici, du territoire de Pleine Commune. Et c'est des espaces qui permettent aussi l'émancipation et qui changent la construction et la vision des villes populaires, qui doit aussi être portée par des femmes en toute légitimité et dans laquelle j'invite toutes les nouvelles générations aussi à s'impliquer et à ne pas avoir peur d'y aller très fermement. Mais on y est encore très loin. Édouard Desnouel, moi je voulais revenir avec vous justement sur cette expérience. Vous avez décidé dans votre collectif de faire de la place à tout le monde. Donc comment ça se passe? Comment on arrive à faire travailler tout le monde ensemble? Et comment est-ce qu'on peut reproduire maintenant cet exemple ailleurs? Parce que vous êtes un peu l'exemple parfait à Bagnolet. Comment on peut faire ça un peu partout ailleurs? Déjà, rendre hommage aux voisins qui ont été élus, à Mélissa Youssouf, à Demba Traoré, à Bali Bagayoko, encore, parce que je pense qu'il faut le dire, il faut le redire, il faut en être fier, il faut saluer ces victoires assez extraordinaires. Plus modestement, si je reviens à Bagnolet, on a une autre fierté, celle d'avoir construit quelque chose de solide, j'allais dire idéologiquement, en empruntant ce mot à dessein. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Déjà en créant des solidarités qui ne sortent pas de nulle part. Généralement, les élections municipales, l'ensemble des partis politiques se réveillent 6 mois avant, regardent qui ils peuvent placer, se tirent un peu la bourre, si je puis parler comme ça, et finissent par se concurrencer et se lancer dans une bataille de place. La volonté qu'on a eue, donc je leur dis, c'était d'avoir travaillé ensemble, militantes et militants affiliés à des partis politiques, mais pas mal membres de collectifs ou citoyens engagés à gauche, sur des questions, sur des mobilisations qui nous avaient rassemblés, soit des amis qui sont aujourd'hui élus maires adjoints, qui avaient mené des batailles longues, notamment contre des bailleurs sociaux, sur des questions d'accès aux ascenseurs, des choses élémentaires, mais qui assignaient ces gens à résidence tout simplement. Et puis j'y reviens parce que ça me semble assez important. Il y a eu une déferlante incroyable contre tous celles et tous ceux qui sont exprimés contre le génocide à Gaza, et il y a eu une volonté de faire taire les solidarités qu'on a pu. Moi, j'étais élu dans un ancien mandat. Quand j'ai pris la parole au conseil municipal 3 semaines, je crois, après l'offensive, et que j'ai commencé à prononcer le mot génocide, j'ai vu qu'il y avait des dents qui se serraient. Alors, j'étais plus protégé que d'autres pour pouvoir le dire, mais c'est important en fait qu'on puisse le faire ensemble et qu'on tienne ensemble sur ces questions-là. Et quand c'est revenu ensuite dans la campagne municipale, bah oui, on a assumé qu'on pouvait parler de l'école de nos enfants, mais aussi de ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Donc voilà, c'est mener des luttes communes qui dépassent nos étiquettes politiques, et puis ne pas être dupe sur le fait que la solution ne viendra pas, et je le dis en étant membre des écologistes, uniquement des écologistes ou des insoumis. Et c'est pour ça que je trouve que les espaces progressistes comme l'Assemblée des quartiers sont des espaces particulièrement importants, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce collectif prend toute sa place. À Bagnolet, le 2e adjoint au maire et la première adjointe en est membre, le 2e adjoint en est membre. Enfin, voilà, il y a une véritable volonté de travailler ensemble, et c'est ces espaces, à mon avis, progressistes qui sont le sel de demain.
Moi, j'aimerais revenir sur votre espace progressiste, Aïna. J'ai rencontré, moi, des nouveaux maires, par exemple, Bassi Konaté, qui m'a dit, en fait, bizarrement, mes meilleurs agents électoraux, c'était des enfants. C'est des gens qui n'ont pas le droit de voter, mais qui sont allés voir leurs parents pour leur dire de voter pour lui. Donc, beaucoup de gens ont l'air de miser sur la jeunesse. Ma Cité va voter ne travaille pas qu'en direction de la jeunesse, mais votre collectif à vous, la jeunesse populaire, vous misez sur cette génération-là. Pourquoi vous avez décidé que c'était chez eux que ça se passait ? Oui, du coup, je fais partie d'une association qui s'appelle la Jeunesse Populaire, qui est née aussi au même moment que le collectif Ma Cité va voter après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, en partant du principe qu'il y avait aussi des gens qu'on oubliait dans la politique, c'était les jeunes. Et du coup, nous, le but de la Jeunesse Populaire, c'est de porter la voix des jeunes issus de milieux précaires et populaires, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les territoires ruraux, à l'échelle politique. Parce qu'on considère que notre voix, moi-même je suis jeune, j'ai 21 ans, notre voix a de la valeur, notre voix doit être entendue, en tout cas par les politiciens, et que nous aussi on fait partie des gens qui sont frappés par les politiques qui sont mises en place. Et en fait, sur la question de la mobilisation de la jeunesse, on considère que c'est quand même quelque chose d'important, parce que lors des élections, les jeunes sont très souvent ceux qui vont s'abstenir. C'est ceux qui vont se mobiliser pendant les élections municipales, par exemple à Sarcelles, parce que le candidat était jeune, parce que le candidat avait grandi avec cette génération, était connu de ces gens-là, et c'est pour ça qu'il a pu avoir une telle mobilisation à Sarcelles au sein de la jeunesse, parce qu'il y avait une sorte de reconnaissance du candidat de la municipale, Bassi Konaté, et c'est pour ça que la force militante à ce niveau-là, c'était la jeunesse, parce que c'était une candidature qui avait été portée par la citoyenneté, et dans la citoyenneté on retrouve aussi les jeunes. Et nous, ce qu'on trouve aussi important au sein de la jeunesse populaire, du coup, pour essayer de reconnecter les jeunes finalement à la politique, parce que ils font partie des gens qui s'abstiennent le plus, très souvent parce que ce sont aussi des personnes qui ne se sentent pas concernées par la politique. Et en fait, quand on va parler des élections 2026, il y a eu certes un sursaut, mais l'abstention était quand même énorme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et qu'avec les prochaines élections présidentielles qui vont arriver en 2027, il y a aussi... en tout cas, on pense que l'abstention pourrait, notre but c'est de pouvoir la réduire, et pour ça il faut essayer de se mobiliser bien avant du coup les élections. On va éviter de le faire 2 mois avant, et c'est pour ça que nous, la jeunesse populaire, on a décidé de mettre en place un travail de terrain sur le long terme, même après les élections de 2024, parce que finalement ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'on a porté en tout cas une voix qui était celle d'appeler à l'union de la gauche. L'union de la gauche s'est faite, mais finalement les résultats des élections législatives n'ont pas été prises en compte par le président, et finalement ce qui se passe, c'est que les premiers jeunes pour qui c'était les premières élections en 2024, qui se sont retrouvés à aller voter pour l'union de la gauche, mais ils voient que leur voix n'a pas été prise en compte, et ils se retrouvent dégoûtés de la politique et n'ont plus envie de retourner voter. Et donc là, en fait, l'enjeu pour nous en 2027, c'est de se dire comment on fait pour remobiliser ces jeunes-là, parce qu'en fait leur voix, quoi qu'il arrive, elle comptera toujours. Et donc pour ça, on essaye d'aller voir les gens en fait qui ne se sentent pas concernés. Nous, la jeunesse populaire, on passe par des acteurs associatifs de terrain qui nous ramènent un peu des jeunes qui connaissent, auprès de qui ils agissent, et on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers municipaux pour essayer de les former, pas forcément de les former, mais essayer de leur faire comprendre les enjeux qu'il y avait autour de la municipalité et de leur quotidien. Parce qu'en fait, très souvent, quand on est jeune, on se rend pas compte qu'on est concerné par la politique, parce que finalement, les difficultés auxquelles on fait face dans notre quotidien, la politique peut apporter une solution à ça. Et de nombreux jeunes n'avaient pas conscience de ça. Et en fait, quand on prend le temps de parler avec eux, de leur expliquer que si il y a un lien entre ton logement, les transports dans ta ville, que ce soit la question de l'urbanisme, la culture et le sport, et que la politique peut avoir un impact là-dessus, et quand les jeunes ils se rendent compte de ça, ils disent c'est vrai que finalement je suis concerné par la politique, et que si je vais voter, finalement ça sera à mon avantage. Et donc nous, c'est important ce discours-là, qu'on essaye de se dire qu'en 2027, va falloir s'organiser de cette façon-là. Et pour ça, on parlait d'organisation, notamment au niveau des associations, au niveau de tout le monde, mais vraiment le but, je pense, et le mot d'ordre, c'est la question de l'organisation. On est tous présents ici, on porte tous des collectifs, on porte tous la voix des gens de nos territoires. Si on arrive à reconnecter et faire des ponts finalement entre les différents territoires, on arrivera à créer un rapport de force qui sera différent en 2027 et qui pourra en réalité faire porter les chances de la gauche
gauche pour les présidentielles. Pas en ayant comme mot d'ordre lutter contre l'extrême droite, parce qu'il y en a qui sont fatigués de ce discours-là en fait. Lutter contre tout le temps, ça fatigue. Au bout d'un moment, il serait temps de lutter pour les siens, lutter pour la jeunesse, lutter pour nos parents, lutter pour nos amis, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est nos vies qui sont en compte, c'est nos vies qui sont en jeu, et nous c'est avec ce discours-là qu'on essaie de mobiliser la jeunesse autour de nous. Voilà. C'est une super interpellation. Moi, j'aimerais du coup avoir une réponse de ceux parmi nous ici qui sont élus. Donc, je sais pas, Édouard Desnoël et Sophia Boutry, comment vous réussissez à mobiliser ces gens qui sont dégoûtés de la politique et des politiques? C'est exactement, nous on s'était rencontrés avec Ma Cité va voter dans le cadre des élections municipales à Saint-Denis et on les suivait aussi. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est fait, mais aussi pédagogique, avec déjà il y a tout le millefeuille administratif où les gens ne savent plus du tout qui doit faire quoi, mais sur un public jeune, une jeunesse, mais aussi des familles qui sont en difficulté et à qui on explique qu'effectivement le fait de choisir un projet pour et non pas contre, parce qu'aujourd'hui on s'est retrouvé, et tu l'as très bien dit, depuis plusieurs élections à voter contre un candidat et contre un projet, et aujourd'hui on doit se rassembler pour construire une alternative qui nous rassemble, pour laquelle on veut transformer la société dans laquelle on est et le système dans lequel on est. Et c'est là où il faut réussir à embarquer plusieurs générations et cette jeunesse qui est très engagée et très impliquée et très attentive à l'évolution de son quotidien, sur les enjeux de santé mentale, sur les enjeux environnementaux, sociaux, économiques, et qui sont acteurs actifs et à qui il faut donner la parole et expliquer que effectivement tous les choix du quotidien, tous les choix économiques qui sont faits, qui te touchent toi, ton père, ton quartier, ton voisin, c'est des choix politiques. Et c'est des personnes qui, effectivement, le premier gros choix politique qu'il faut faire et qui a une incidence par ruissellement sur ton quotidien direct quand tu sors de chez toi, le plus gros, c'est le président. Et donc, il faut monter petit à petit par différents échelons, l'échelon associatif, l'échelon amical de locataires, puis après il y a la ville, puis il y a la région, puis il y a le département, puis il y a l'Assemblée nationale, puis il y a le Sénat et il y a le gouvernement. Et je pense qu'il y a un moment où effectivement il y a une nouvelle vision, une nouvelle organisation politique avec des méthodologies aussi différentes qui petit à petit permettra de rassembler l'ensemble de ces forces, de redonner confiance aux politiques, parce que aujourd'hui, même si je suis née à Saint-Denis, j'ai fait toutes mes études, que j'ai grandi dans une cité HLM et que ma mère y est encore et que j'y suis tous les week-ends, je fais de la politique. Donc je suis une politique, je suis déjà dans une case. Pourquoi? Alors qu'on est du même quartier. Enfin, et donc il y a aussi ça à déconstruire pour montrer que tout le monde est légitime et qu'il n'y a pas de méfiance à avoir et qu'il faut prendre le pouvoir aujourd'hui. Et on doit s'organiser collectivement, s'organiser comme tu dis pour prendre le pouvoir. Édouard Desnoël, si vous voulez nous dire comment vous faites concrètement depuis la mairie pour... Alors la première chose, c'est que je pense que ça on l'a fait en campagne électorale, il faut s'adresser à l'intelligence des gens en venant conceptualiser des politiques publiques du quotidien, mais en les présentant autrement et en les pensant autrement. Nous on a travaillé notamment durant cette campagne municipale avec Fatima Ouassa, qui est cofondatrice et porte-parole du Front de mer, sur la notion de ville à hauteur d'enfant. Donc c'est un sujet qu'on a porté pendant la campagne. On est sorti des programmes imprimés en A4 avec toute une série de bullet points, mais grâce à une autrice dessinatrice, on a sorti un petit livret bande dessinée pour essayer de montrer ce que pouvaient être des propositions sur réenchanter une ville et construire une ville écolo à hauteur d'enfant. Et puis Sophia le disait tout à l'heure aussi, intéresser y compris la jeunesse sur des problématiques qui la touchent de plein fouet. Et sur la question de la santé mentale, c'est un sujet qui est revenu aussi de manière très importante. Donc quand on vient intéresser sur un certain nombre de sujets qui sont un peu des angles morts des politiques publiques,
ont réussi à renouer en fait avec les citoyennes et citoyens, et on a une jeune élue aujourd'hui à Bagnolet qui a 21 ans, qui s'appelle Fatouma Diaby, et qui est en charge maintenant de cette politique publique, et je crois qu'on peut en être particulièrement fier. Et puis je pense que d'ici le deuxième tour de l'élection présidentielle, il nous reviendra en tant que maire élu, pas uniquement de venir donner un parrainage pour les 500 signatures, mais d'aller aider à mobiliser largement avec toutes les forces qui existent sur nos territoires pour aller chercher, arracher, j'ai envie de dire, chaque vote pour une option progressiste qui, on l'espère bien, l'emportera. Donc pas être contre, mais mobiliser pour durant cette campagne présidentielle, sinon on s'en sortira pas. Merci. Alors, on va, si ça vous va, laisser un peu de temps pour les questions. Si vous avez des questions dans le public, il y a normalement un micro qui peut passer et on prendra vos questions. On m'entend? Ouais, là? Non? Je crois pas. 1, 2, 1, 2. Un, deux. Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Non. Très fort. C'est bon? Ah, ils m'entendent pas trop? Non. Ok. Je vais essayer de parler fort. Je suis Sophia Lagdar, je suis militante associative et j'accompagne des associations, des structures de l'ESS depuis très longtemps. Et je repose aussi la question de la convergence des luttes entre le milieu rural et urbain. Je pense que c'est un impensé aujourd'hui sur... bon, je pense qu'on parle cité, quartier et tout ça, mais... Je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont en milieu rural et qu'on occulte complètement et qui sont récupérées par le Rassemblement national, alors qu'il y a des associations aussi qui œuvrent à lutter contre justement ce populisme rampant. Comment est-ce que vous pensez justement ce rapport au milieu rural et la convergence des luttes urbain-rural à travers plein d'autres choses et autre chose aussi que la jeunesse, mais aussi avec la jeunesse? Merci. Je ne sais pas lequel d'entre vous, peut-être que Yoli, vous voulez répondre à ça? C'est une question qui est importante, mais je pense que c'est justement si on donne à voir dans nos propositions, en fait, si on veut une société soutenable et durable, il faut savoir qu'on a franchi un cap dans le mouvement social. Alors je parle du point de vue associatif, qui est mon milieu. Il y a eu un cap qui a été franchi après le Covid, notamment ATTAC a cofondé le collectif Plus Jamais Ça, qui réunissait la CGT, Greenpeace, tout ça, donc une association inédite entre, en gros, syndicats et écolos, pour montrer qu'il y a un enjeu majeur, c'est qu'on ne pourra pas porter des revendications sociales sans traiter la question écologique et inversement. Et il faut que les propositions écologiques tiennent compte des questions sociales, et il faut que les questions sociales tiennent compte des questions écologiques. Et ça, c'est un point de bascule, parce que longtemps, on a opposé les mouvements sociaux et écolos. La réalité qu'on a, c'est que jamais le réchauffement climatique n'a été aussi ressenti et paniquant. Encore la dernière vague de chaleur la semaine dernière. Et en même temps, paradoxalement, sur le territoire français, les gros mouvements qui tapent fort, eh bien, c'est les gilets jaunes, eh bien, c'est les réformes des retraites. Donc, c'est bien la question sociale. Or, nous, notre rôle, c'est de montrer que social-écologie, ça ne s'oppose pas, ça se porte ensemble. Si on veut transformer profondément, c'est ensemble. Et c'est par ces propositions de conciliation de ces enjeux qu'on peut
répondre à la question de tous les territoires. Donc c'est pour ça que il faut effectivement avoir en tête que quand on fait une proposition, elle englobe ces enjeux-là. Sinon, forcément, on laisse de côté d'autres territoires. Et je donne un exemple très concret. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du grenier des soulèvements de la terre, mais par exemple, ils ont apporté tous les jours des collectifs des soulèvements de la terre. Il y avait une grève dans une usine. Ils ont apporté tous les jours la cantine solidaire. Ils leur apportaient des paniers repas pour qu'ils puissent maintenir leur grève. Arrive le moment de défendre une bassine. Vous avez compris l'inverse. Bon, eh bien, les ouvriers sont venus les aider. Alors, c'était pas par rapport à la question, c'est qu'ils ont pu travailler ensemble à un moment. Par exemple, actuellement sur les territoires, il y a ces questions-là où on appelle à se rencontrer sur les territoires et porter ce projet de société. Édouard de Noël a dû nous quitter parce qu'il est appelé à ses activités de maire. Voilà. Aïna, tu voulais réagir toi aussi? Parce que du coup, pour nous, la question des territoires ruraux au sein de la jeunesse populaire, c'est quelque chose d'ultra important, et c'est pour ça que quand l'association s'est formée, on a parlé du fait de porter la voix des personnes issues des milieux populaires et précaires, autant des quartiers populaires, mais aussi des territoires ruraux. C'est-à-dire que même lorsqu'on a fait notre recrutement au sein de cette association-là, il y a des gens qui viennent de milieux ruraux, du coup, qui ont rejoint la jeunesse populaire, et aussi de la province. On a une antenne à Montpellier, on a des gens qui sont dans des villages pas loin de Lyon aussi, qui ont ces difficultés justement à mobiliser autour d'eux, parce que c'est pas évident lorsqu'on est seul à apporter différentes idées progressistes au sein de ces milieux-là. Mais pour nous, l'enjeu, c'est essayer de créer le maximum de ponts possibles avec les gens qui viennent de ces milieux-là. Je sais qu'il y a des élus, par exemple, il y a un élu qui s'appelle Arnaud Platel, pour qui c'est un combat important d'essayer de créer une connexion entre les gens des tours et des bourgs. J'aime pas trop la formulation, mais c'est un peu comme ça qu'il le cite. Et pour ça, c'est amené à faire des rencontres pour parler des difficultés, et en fait se rendre compte qu'on partage les mêmes difficultés à travers ces échanges-là, et de prendre en considération du coup la voix des gens qui viennent aussi de ces milieux-là quand on va le porter à l'échelle politique. Et pour moi, ça passe notamment autour de connexion, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît des gens issus de ces milieux-là qui peuvent essayer de porter une voix et une parole, lorsqu'ils retournent dans cette ville, et en fait c'est un peu leur déléguer la responsabilité, on va dire, d'essayer de mobiliser à ce niveau-là. Mais ça passe en tout cas par des connexions, et essayer de mettre en place des actions, on va dire, un peu innovantes, comme certains essayent de mettre en place un tour des France des banlieues et des territoires ruraux en passant par des villages, pour essayer de rencontrer les gens, essayer de les mobiliser au mieux sur toutes les questions par lesquelles il y a du commun finalement. Voilà. Oui, pour compléter aussi, moi j'ai vraiment cette approche aussi, parce que on parle d'urbain et d'urbanité et de ruralité, mais en réalité ce qui englobe tout, c'est surtout le fait que ce soit des espaces aussi populaires, et les difficultés sont partagées. Il y a des connexions sur la question des déserts médicaux. Il y a les territoires urbains populaires de banlieue ici sont des déserts médicaux, comme dans les villes rurales. Pareil pour les équipements, les services publics de proximité qui aujourd'hui ici dans les villes de banlieue s'éloignent avec des bus France Service. C'est la même problématique que l'on a aujourd'hui dans la ruralité et dans les campagnes. Donc on a du commun, et c'est pour ça que ce qui permet de créer le lien et cette connexion et de porter les mêmes revendications aussi, et l'égalité en matière de services publics et de politique publique, d'égalité sociale et écologique aussi, c'est le fait de parler d'espaces populaires, de quartiers et de villes populaires. Voilà le petit complément que je voulais apporter. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. D'accord. Merci. Je peux m'avancer pour qu'on puisse me voir afin qu'il y ait l'interprétation, il y ait aussi la langue des signes, ou est-ce qu'on peut me voir à l'écran? C'est possible? Demande la personne sourde qui s'exprime dans le public. Je ne sais pas si on nous entend à la régie. Est-ce qu'au niveau des caméramans, on peut nous faire un petit... C'est bon, merci. Je reprends l'interprétation. Bonjour à toutes et à tous. C'est une première pour moi. Je ne suis pas tout à fait à l'aise de m'exprimer dans le public. Je suis un petit peu timide.
Alors, donc je suis une personne sourde. En premier lieu, je voudrais vraiment remercier Mediapart d'avoir organisé cet événement et aussi d'avoir permis l'accessibilité avec la présence des interprètes en langue des signes français. Je suis très émue d'être présente parmi vous aujourd'hui. Je trouve que les débats portés sur scène sont importants, intéressants, nécessaires. Et je voudrais juste lancer une petite alerte, amener une petite vigilance et en profiter pour sensibiliser les sympathisants, sympathisantes, personnes qui soutiennent Mediapart et les personnes qui font partie de Mediapart, dire à quel point la communauté sourde et signante française, on est quand même très concerné par tous les débats qu'il y a là. On est plusieurs centaines de milliers en France et on est pourtant dans une situation très complexe parce que nous n'avons pas accès à ces discussions, nous n'avons pas accès à cette réflexion et nous sommes les grands et grandes oubliés de ce débat public. Il y a beaucoup de personnes sourdes en France qui se rallient à l'extrême droite, qui décident de voter pour l'extrême droite et pour nous c'est très inquiétant. Et la vigilance que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est que il ne faut pas hésiter à faire venir dans vos espaces politiques de discussion, de débat, faire venir des associations sourdes, des porte-paroles, des élus sourds pour qu'ils puissent aussi, que ces personnes puissent aussi être représentées. Bien sûr, ça nécessite une certaine accessibilité, de l'interprétation, du sous-titrage, de la retranscription en simultané, etc. Mais c'est nécessaire. Pour ma part, je travaille également dans un média sourd qui s'appelle Mediapi, qui est un média complètement indépendant, qui est organisé par et pour des personnes sourdes et signantes, dans lesquelles nous relayons l'information de manière complètement bilingue, à savoir en langue des signes française et en français écrit. Et l'objectif est de faire parvenir aussi cette actualité à la population sourde et signante, qui est très compliquée à obtenir. En tout cas, je souhaite vous remercier pour votre écoute et merci pour votre organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on pourra se parler après, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit et c'est effectivement important pour nous à Mediapart de pouvoir parler à tout le monde, donc je suis très preneuse de discuter avec vous et d'en savoir plus sur votre média, vraiment. Merci pour cette intervention. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir ou est-ce que vous voulez qu'on passe à une autre question, c'est comme vous... Non, moi juste sur la question de l'accessibilité parce que c'est un travail que l'on fait beaucoup à la Fête de l'Humanité, à la fois sur la question des débats et aussi on l'a pas encore fait, on essaye de le faire et c'est aussi une question de budget sur 3 jours en continu, de pouvoir avoir une retranscription en direct de la musique, du débat, dans les différents stands aussi, en langue des signes, c'est très important. On essaye d'y travailler avec des collectifs et pouvoir s'adresser à tout le monde, à l'ensemble des publics, quelle que soit leur situation de handicap ou les difficultés dans lesquelles ils peuvent être, de manière momentanée. C'est important pour nous, malgré sur l'accessibilité et sur le handicap physique à la Fête de l'Humanité, vu le terrain, c'est parfois difficile, mais en tout cas, on fait beaucoup d'investissements et c'est important aussi sur le partage d'informations et sur le portage de construction idéologique et sur l'outil journalistique, le média, de pouvoir aussi parler à tous les publics et d'investir dedans. Et moi aussi, je regarderai aussi votre média avec beaucoup d'intérêt et merci pour votre intervention. Je pense qu'il nous reste le temps pour une seule question. Pas le micro.
Ah oui, c'est ça, mais vous ne voyez pas la personne qui a pris le micro en fait pour le donner. Merci, bonjour. Alors moi je relis parce que je l'ai juste en face des yeux là l'intitulé de l'intervention à 1 an de la présidentielle, cette gauche qui s'active, et en fait moi je voudrais un petit peu faire un peu de provocation, et à 1 an de la présidentielle, cette gauche qui se déchire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. Mais justement, on essayait de vous redonner un peu d'espoir et de dire qu'il y en avait qui se déchiraient pas. Et c'est la réponse, c'est en prendre acte, mais continuer. C'est ça, c'est à ça que servent ces rencontres, ces échanges. Évidemment, qu'on n'a pas les mêmes positions, on est en conscience de ce que nous avons. On sait qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que le NFP. Mais en revanche, on a quand même su mobiliser, on a quand même su incarner quelque chose en dehors de ces questions. Je veux dire, là, il y avait un contexte partisan qui permettait d'avoir ce front populaire. Aujourd'hui, ce n'est pas donc le NFP, le front populaire, mais il y a une réalité. C'est ressorti, par exemple, aux mobilisations féministes. Il y a eu un front féministe très clair. Ça s'est vu au 8 mars. Où on a pu repousser l'extrême droite, enfin, après des nombreuses années de noyautage des manifestations féministes et notamment du 8 mars. On a enfin obtenu l'interdiction de manifestations du groupe Némésis. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ces forces de gauche qui s'animent? Eh bien, nous, on a fait une proposition. Il faut un espace, effectivement, où les organisations sociales, les syndicats, les assos peuvent s'exprimer, existent dans le débat public, portent leurs propositions sans traiter de la question de la recomposition politique. Il ne s'agit pas de dire qu'elle n'existe pas, que c'est pas un problème, mais il s'agit de pouvoir continuer à faire avec cette situation. Et justement, c'est en prendre acte, mais continuer à mobiliser. Et sur la question en fait de aussi la recomposition politique, nous en tout cas association, c'est pas notre job. Notre job, c'est d'être un contre-pouvoir démocratique, c'est d'être une vigie, c'est d'être des gardiens de ces libertés publiques et de ces idées de progrès social et écologique, et de les rendre visibles. Et ça, c'est notre mission. Et on sait que c'est pas seul qu'on y arrive, c'est avec les autres. Donc on met pas un mouchoir sur ça, mais on en prend acte et on avance. Et je pense que il faut continuer de toutes les façons possibles, et notamment en ayant cet esprit. Est-ce que c'est le Front populaire? Est-ce que c'est un front antifasciste? Est-ce que c'est un front démocratique? On ne sait pas, mais il existe vraiment. Ces forces de gauche sont vraiment en réalité unies. C'est le combat contre l'extrême droite, bien sûr, et pour une société désirable et soutenable. Et c'est ça qu'on doit aussi réussir à montrer, c'est qu'en fait, toutes les aspirations de la population, ça se voit dans les sondages, sur les questions sociales, sur les questions économiques, eh bien, c'est la gauche qui est capable d'apporter des réponses. Il faut le montrer, et pour cela, ça va passer par multiplier les alliances et surtout s'en mêler. Nous, on va s'en mêler de la bataille culturelle. Le mouvement social aura sa campagne présidentielle, et on va essayer de montrer ce que les idées de progrès social et écologique peuvent apporter comme réponse à cette crise. Et moi, j'aimerais rajouter que si on se souvient en 2024, quand on a vu que le Rassemblement national était arrivé en tête aux élections européennes et qu'on a compris l'urgence pour la gauche de s'unir, c'est les jeunes, c'est les militants, c'est les citoyens qui sont partis devant le siège de ces partis-là pour leur dire: vous devez vous unir, c'est votre devoir. Et en fait, faut pas qu'on oublie que ces gens-là, ils ont des comptes à nous rendre, et que finalement, si on arrive à s'organiser déjà en tant que citoyens, ceux qui vont se retrouver, désolé du terme, mais comme des cons, et c'est eux. Parce que si on arrive à s'organiser de cette façon-là, eux finalement ils sont obligés de suivre la cadence. Nous, on doit imposer un rapport de force, on doit imposer un rythme, et eux finalement ils vont se retrouver derrière nous, et c'est eux qui vont devoir se mettre à suivre obligatoirement ce truc-là. Il faut pas qu'on oublie que l'organisation elle commence par nous, que le pouvoir il commence par nous, et que c'est à eux derrière de suivre. Et pour compléter dans ce qui a été dit par mes deux camarades, il y a un lieu et un moment important dans lequel vous avez une responsabilité aussi, vous, public de gauche et militants, associatifs, acteurs. Ça va être à la Fête de l'Humanité, le 11 et le 13 septembre, je le dis, parce que toute la gauche sera présente, tous les acteurs associatifs et toutes les organisations syndicales seront présentes. Et c'est le moment aussi de porter
les revendications et l'engagement d'un rassemblement, et c'est aussi, je le dis à l'organisation aussi de Ma Cité va voter et de la jeunesse de l'Essonne et des quartiers populaires qui seront très fortement présents aussi dans cet événement populaire. Il n'y en a quasiment pas de grands moments qui rassemblent toutes ces organisations. Il y en a 370 qui sont là pour l'ensemble d'un week-end. C'est ce moment-là où cette gauche qui parfois se déchire se retrouve quand même à devoir se confronter et qui est face à un public qui lui dit qu'il va devoir se rassembler et de rendre des comptes, comme tu le dis si bien. Et c'est le moment qui va acter le point de départ d'une campagne citoyenne pour permettre de faire barrage et de se retrouver dans une campagne antifasciste très forte. Je pense qu'il faut assumer et porter comme étendard au regard de la situation que l'on risque d'affronter dans les prochains mois. Mais je ne désespère pas, parce que je suis comme le maire de Bagnolet aussi, et vous, je pense qu'il faut être positif et commencer à créer et à poser des digues pour résister et surtout, comme je le disais tout à l'heure, prendre le pouvoir, car la bataille idéologique, la bataille culturelle et politique, elle est entre nos mains et il faut qu'on s'en saisisse pleinement avec responsabilité. Merci beaucoup. Merci à toutes, puisqu'il n'y a plus d'hommes sur cette scène. Merci beaucoup et on va laisser la place au prochain débat. Merci beaucoup. Mediapart.